Alors, bonjour Léo Dubois, on est aux rencontres citoyennes à Vierzon. Est-ce que vous pouvez vous présenter succinctement et puis nous décrire un petit peu votre livre et nous dire d'où vous venez? Alors bonjour à tous, donc je suis Léo Dubois, je suis étudiant en licence de biologie à l'université d'Aix-Marseille. Je suis également auteur d'un livre qui a été publié en septembre 2024 aux éditions Marco Peter. Il s'appelle Covid-19, plus jamais ça, et préfacé par le professeur Christian Perron. Alors voilà, donc moi je viens de la région, on va dire au sud de Rhône-Alpes, donc du Midi, et de temps en temps je vais à la fac à Marseille pour passer mes études, TP, examens, etc. D'accord. Et donc, qu'est-ce qui vous a amené à écrire ce livre? Eh bien, tout premièrement, dès 2020, j'ai entamé mes recherches sur le domaine, sur le sujet Covid, puisqu'on avait énormément d'incohérences, de contradictions dans les mesures. Et on avait aussi des discours qui se contredisaient avec, par exemple, on nous disait qu'on avait l'épidémie qui revenait à l'été 2020 alors que les chiffres montraient le contraire. Le port du masque était fortement déconseillé au pic du Covid en mars 2020 alors qu'à l'été 2020, au moment où on n'avait plus d'épidémie, on nous avait mis les masques obligatoires, donc ça n'avait aucun sens. Donc à partir de ce constat, j'ai décidé d'enquêter sur la littérature scientifique, les chiffres officiels vraiment plus en profondeur. Et je me suis rendu compte que plus j'enquêtais, plus je me rendais compte qu'il y avait des points, de nombreux points sur lesquels on nous mentait. Et ensuite est arrivé par exemple le documentaire Hold Up en novembre 2020, donc ça a été un véritable électrochoc. Et donc voilà, j'ai continué mes recherches au fil des mois. Donc plus le temps avançait, plus les informations que je trouvais me confortaient déjà dans ma position que voilà, les mesures n'étaient pas utiles, elles n'étaient pas justifiées au regard de l'épidémie, au regard notamment des chiffres, en comparant notamment avec la grippe. À titre d'exemple, pour la grippe, on a habituellement un taux d'incidence, c'est-à-dire un nombre de malades pour 100 000 habitants et par semaine, d'environ 500-600 en moyenne tous les hivers, alors que pour le Covid, en nombre de malades, nous n'avons jamais dépassé les 140. Donc déjà, il y a un petit problème quelque part, et à ce que je sache, on ne le confine pas à une population avec 140 cas pour 100 000 habitants. Voilà. Après, on a eu la campagne vaccinale en 2021, et là, dès le début, les documents le disaient, qu'on avait, on n'avait aucune donnée probante concernant son efficacité et sa tolérance, et notamment chez les personnes à risque du Covid. Donc il n'y avait aucun sens à se faire injecter ce produit. Et après, on a eu de plus en plus de recul qui nous montrait qu'on avait de plus en plus d'effets secondaires très diversifiés et parfois très graves. Et en termes d'efficacité, on a vu que premièrement, ça ne protégeait absolument pas de la transmission. Et on a vu que l'efficacité était loin d'être bonne. Et elle devenait même à terme nulle, voire négative. Voilà. Et donc en 2023, j'ai commencé à structurer mes recherches. Et j'ai commencé à écrire mon livre petit à petit, chapitre par chapitre. Et au fur et à mesure de l'écriture, j'apprenais encore plein de choses parce que le fait d'écrire un truc, eh bien ça va m'ouvrir, ça va me rendre curieux sur un autre sujet. Et donc, oui, ça vous amène à autre chose à chaque fois. Et pourquoi écrire un livre en fait? Pour faire savoir ou... C'est ça. Alors premièrement, moi mon but c'était déjà de rassembler toutes mes recherches pour moi, pour me structurer, pour pouvoir retrouver facilement les données que j'avais archivées, parce que quand on met dans un ordinateur, ça devient très compliqué de trouver. Et en faisant ça, je me suis dit mais pourquoi je fais ça aussi? Je me suis dit que ce serait quand même pas mal déjà de partager l'information que j'ai accumulée. Et donc c'est là qu'est venue l'idée du livre, donc le rendre accessible l'information dans un tout petit livre, qui fait 200 pages, avec de nombreuses références, qui d'ailleurs, mon livre contient 750 références scientifiques et officielles. Donc pour le rendre accessible au plus grand nombre, y compris des soignants, des médecins, des scientifiques, pourquoi pas aussi des juristes. Et aussi de rassembler vraiment toutes les thématiques, parce que aussi
il n'y a pas que moi qui a écrit des livres hein, sur le Covid, il y a eu de nombreuses personnes, hein, mais chacun reste spécialisé sur son domaine. Par exemple, une personne va écrire un livre plus sur le domaine de la corruption dans le monde pharmaceutique, une autre personne sur les stats, une autre personne sur l'ARN ou sur les essais cliniques. Le but du livre, c'était quand même de faire un résumé condensé de toutes les thématiques pour que chacun puisse avoir un tour d'horizon très large sur vraiment l'ensemble des problèmes qui ont été soulevés. D'accord, bah écoutez, parfait. Et du coup, là on est aux rencontres citoyennes. Il y a beaucoup de gens qui sont engagés dans un combat hein, pour arriver à cette vérité et retrouver un peu d'humanité. Est-ce que vous vous sentez engagé dans ce combat aussi? Et si oui, pourquoi? Quelles valeurs résonnent en vous pour lutter pour la vérité en fait? Eh bien, j'ai décidé d'entrer dans ce combat alors à ma manière. Alors, il ne s'agit pas non plus d'aller dans la rue, manifester et tout. Moi, je l'ai fait au début, hein, mais pour moi, la chose qui est très utile déjà, c'est partager de l'information. D'accord. Mine de rien, on est quand même de plus en plus nombreux à être bien informés, mais on a encore une majorité de la population qui regarde encore la télé, qui regarde les chaînes mainstream, qui vont distiller toujours le même narratif, la même propagande. Et donc le but n'est pas seulement d'échanger des infos avec les gens déjà convaincus. Le but personnellement, est de vulgariser des notions complexes de la science. Parce que j'ai remarqué qu'il y a quand même une déconnexion entre la population générale et les domaines scientifiques. Parce que quand on parle, par exemple, d'ADN, ARN, pour énormément de personnes, ça va pas parler. Enfin, ils vont pas comprendre grand-chose. Et mon but, c'est vraiment de vulgariser ces notions pour que tout le monde puisse les comprendre et ouvrir la curiosité du plus grand nombre. Et à partir de ce moment-là, eh bien, de plus en plus de personnes vont commencer à s'intéresser au sujet. Voilà. Donc le but, c'est vraiment d'allier les deux, quoi. Mais quelle est la valeur profonde en vous? C'est une recherche de vérité, de justice, d'humanité? De quelle est la valeur qui résonne s'il y avait une valeur qui résonnait en vous par rapport à tout ça? Vous l'avez dit en partie, oui. Mes valeurs, c'est être hyper bienveillant avec mon entourage. Chacun a le droit de ne pas savoir, ça c'est pas une faute. Moi je suis le premier encore aujourd'hui, il y a tellement de choses auxquelles je n'ai aucune connaissance. Donc ce n'est que le début, donc je vais continuer en magasiner des connaissances. Mais moi ce qui me choque plutôt, c'est plutôt le fait de ne pas vouloir savoir. Ça c'est autre chose encore. Mais voilà, en fait, voilà, c'est vraiment les valeurs qui sont les miennes, c'est la curiosité, la bienveillance, l'échange, et non le débat, parce que le débat consiste à essayer de détruire l'autre. Ça, c'est pas mon truc. C'est plutôt dans l'échange, donc partager des informations. On peut ne pas être d'accord, mais on essaie de comprendre pourquoi l'autre n'est pas d'accord. Oui, un débat, c'est pas forcément détruire l'autre. Ça peut être discuté, même de façon un peu vive, mais échanger des idées, ce qu'on avait beaucoup avant, qu'on a complètement perdu. Je veux dire, il y a 30 ans à la télé, on avait beaucoup de débats, les gens même s'engueulaient, mais ça permettait d'avoir différents points de vue, différentes façons, et donc du coup d'amener une réflexion qu'on n'a plus du tout aujourd'hui. Hein. C'est vrai qu'on peut voir la chose comme ça, mais en tout cas actuellement, c'est ça. À la télé, c'est que, en fait, c'est surtout le combat, la contradiction entre les intervenants qui crée en quelque sorte du divertissement. Les gens adorent voir les gens s'engueuler. Et au fond du sujet, enfin au fond du débat, on n'y va pas forcément, on va pas dans le fin fond du sujet. Oui, c'est très clivant aujourd'hui, on est pour, on est contre, mais il n'y a pas vraiment d'échange d'arguments qui permettent d'affiner sa réflexion, son point de vue, sachant que rien n'est jamais noir et rien n'est jamais blanc. Et à la télé, surtout, de ce que je ressens, c'est que la plupart des personnes parlent de sujets sans vraiment les maîtriser. Oui, bien sûr. Ok, alors en quoi vous pensez que ces rencontres citoyennes sont utiles, nécessaires, particulières? Eh ben, elles sont très 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 importantes puisqu'elles permettent déjà de rassembler des personnes qui ne se connaissaient pas. J'ai souvent entendu dire que voilà, il y a des nouvelles têtes et tout. Et donc même pour me concernant, voilà, je peux rencontrer des gens qui sont scientifiques, voilà, on peut échanger des contacts, donc pour plus tard ça peut être très très utile. Et ça permet de rencontrer déjà des personnes qui ont été victimes de ces injections, donc de voir déjà que il s'est passé quelque chose sur le terrain, et même pour ces personnes-là de montrer qu'elles ne sont pas seules.
tout simplement. Bien sûr. En fait, oui, c'est un soutien. Chacun, j'ai remarqué, enfin dans les discours, chacun dit ouais, je me sens seul et tout, mais en fait on est tout seul. Enfin, tout le monde est tout seul dans son petit coin, mais en fait, si on réunit tout le monde, en fait, on est absolument pas seul. Au contraire, on est, enfin, je vais pas dire tout le monde, mais on est une grande partie de personnes à penser à peu près la même chose, à avoir vécu les mêmes choses. Donc voilà, le but c'est ça, hein, de discuter ensemble, quoi, tout simplement. Parfait. Bah, écoutez, dernière question. Si vous pouviez changer une chose maintenant d'un coup de baguette magique pour amener un changement de paradigme dans les années à venir, ce serait quoi? Alors là, je m'intéresse plus à un point spécifique. Alors, enfin, je suis étudiant, donc moi, ce qui m'inspirerait déjà prioritairement, ce serait un énorme changement dans le domaine de l'éducation nationale, à l'école et aux universités, puisqu'aujourd'hui, le but véritable de l'école, c'est déjà de nous faire mémoriser énormément d'informations sans vraiment comprendre à quoi elles servent. Et donc voilà, on veut simplement nous faire de nous des personnes exécutantes et utiles pour le monde du travail. C'est vraiment ce que j'ai ressenti pendant mes années d'études depuis le collège et le lycée. Donc voilà, au niveau du paradigme, je souhaiterais que du jour au lendemain, on décide de mettre en place des méthodes d'enseignement pour donner de l'esprit critique aux étudiants, aux élèves, dès le jeune âge, à savoir maîtriser ses émotions, à savoir essayer d'interpréter avec prudence les informations qu'on reçoit, que ce soit de tout sujet, de tout bord, et de changer aussi le paradigme concernant les notes, parce que les notes, quand je vois mes camarades, ils n'ont que le mot note à la bouche. Voilà. En fait, ils ne cherchent pas à réussir, ils cherchent juste à avoir une bonne note. Donc déjà, il faudrait changer totalement le rapport avec la note, et pourquoi pas changer complètement le système de notation. Passer de la compétition à vraiment l'apprentissage et les connaissances. Alors ça se voit moins un petit peu à l'université parce qu'il n'y a pas de concours, mais dans les prépas, dans certaines écoles, eh bien, il y a cette notion de compétition. On ne cherche pas à être bon, on cherche à être le meilleur, simplement. Très bien. Bah, écoutez, merci beaucoup, Léo. Merci à vous aussi.